Ce projet de loi anti-avortement, ce sera notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel, que je retrouve avec plaisir en ce lundi de reprise des travaux aux communes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Geneviève, d'abord, on vient de l'entendre, Erin O'Toole se dit clairement pro-choix, mais il compte quand même, on le sait, au sein de ses troupes, une frange qui est socialement à droite, qui se proclame pro-vie. Est-ce qu'il y a une division de plus en plus difficile à gérer pour Erin O'Toole avec ces deux franges-là, alors qu'on va avoir des élections tôt ou tard, là? Bien, c'est ça que ça donne comme impression, c'est que M. O'Toole n'est pas capable de garder ses troupes dans le rang. Et donc, c'est certainement pas une question qu'il voudrait voir ressurgir, surtout avant une élection. Après une élection, là, on verra, là, surtout si on a une majorité. Mais ça envoie un très mauvais message. Puis, si je me trompe pas, je pense que M. O'Toole a dit que lui était contre, mais elle n'allait peut-être pas imposer une ligne de parti à ses ministres. Ce qui est encore plus problématique, c'est-à-dire que moi, c'est mes valeurs, mais c'est pas celles de mon parti. Et ça pourrait en refroidir plus d'un des électeurs vis-à-vis les conservateurs pour leur position sur l'avortement. Oui, Daniel, après le rejet, on le sait, de la motion sur les changements climatiques il y a 3 semaines, est-ce qu'on peut parler d'une deuxième rebuffade pour Erin O'Toole? Tout à fait. Je pense que ça va mal du point de vue des perceptions, en tout cas. Je pense que c'est une situation qui est un peu difficile à gérer, surtout si on parle d'élections possibles fin du printemps ou à l'automne. Donc, sa popularité à Erin O'Toole en tant que leader auprès de la population est déjà pas très élevée, mais là, ça l'aidera pas à rejoindre surtout les gens là, qui font pas partie de la base conservatrice et aussi à montrer qu'il y a un parti qui est unifié alors que ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Oui, donc un défi peut-être supplémentaire à venir pour Erin O'Toole. On va revenir maintenant sur les conventions des libéraux et du NPD en fin de semaine. Geneviève, d'abord, on va commencer avec les libéraux. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre, je dirais, c'est la présence de Mark Carney. M. Carney a applaudi le gouvernement Trudeau, a juré d'aider les libéraux pour bâtir un avenir meilleur, mais il n'a pas dit s'il compte se présenter ou non, ou se lancer en politique prochainement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de Mark Carney à cette convention? C'est pas la première fois qu'on le voit dans les cercles libéraux. Ça serait certainement une candidature intéressante, surtout si on essaie de remplacer quelqu'un comme Bill Morneau, par exemple, qui est parti. Monsieur Carney a vraiment une feuille de route impressionnante, donc gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, et qui maintenant est parti en mission pour la protection de l'environnement. Donc, lui est capable, enfin, il donne le message qui concilie environnement et économie. Puis c'est ce message-là que les libéraux ont de la difficulté à articuler et à présenter. Alors, de pouvoir compter sur l'expertise de M. Carney, c'est certainement un avant-tout qui va être très intéressant pour les libéraux. Reste à voir la suite maintenant. Mais Geneviève, toujours, jusqu'à quel point Mark Carney, quand même, est vu comme le futur remplaçant de Justin Trudeau au lieu de Chrystia Freeland? Bien, je pense que Mme Freeland ne va pas laisser partir, ne va pas céder sa place si facilement. Et c'est sain pour un parti d'avoir plusieurs bonnes candidatures qui veulent se présenter. On pourrait en mentionner d'autres, comme le ministre Champagne aussi. Donc, éventuellement, si M. Trudeau devait partir à cause d'une défaite, par exemple, on dirait que le Parti libéral est bien positionné pour attirer des candidatures de qualité. Puis c'est ça, un des principaux indicateurs de succès dans un parti politique, c'est justement d'être attrayant pour des personnalités de renom et de les recruter. Daniel, parlons maintenant de stratégie. Les libéraux ont voté en fin de semaine en faveur de propositions qui sont quand même assez à gauche, comme la création d'un revenu minimum garanti et le régime universel d'assurance médicaments. Est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous, ou ça risque d'être perçu comme trop à gauche ou pas assez au centre, par exemple, par certains libéraux? Vous savez, ça a fonctionné sur le plan électoral en 2015 lorsque Justin Trudeau s'est placé à la gauche de Tom Mulcair au sujet de la question budgétaire. Ça a fonctionné en 2019, peut-être un peu moins bien qu'en 2015, mais on continue à miser sur les électeurs de gauche pour remporter la prochaine élection et peut-être former un nouveau gouvernement majoritaire. Et ils ne sont pas loin de ça dans les sondages. C'est intéressant le discours de Justin Trudeau à la Convention libérale. On n'a pas mentionné le NPD une fois. On s'attaque à Erin O'Toole et aux conservateurs en lançant le message un peu implicite. C'est nous, la gauche. S'il y a une alternative aux conservateurs, c'est les libéraux. Et on ne parle pas du NPD, mais en même temps, on s'inspire vraiment en tout cas de l'esprit progressiste en matière de propositions pour des politiques publiques.
Alors, on va en parler justement du NPD qui avait aussi sa convention en fin de semaine. Geneviève, Jagmeet Singh, dans son discours, a largement fait le procès des libéraux, si on peut dire. Il a dénoncé leurs belles paroles qui demeurent sans lendemain, selon ce qu'il dit, entre autres au sujet de la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que les libéraux risquent de perdre des plumes aux prochaines élections, je dois dire, chez son électorat qui est plus à gauche, à cause justement du NPD, de ce qu'il propose? Il y a d'autres alternatives pour les électeurs de gauche. Il y a le Parti vert, qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent, puis il y a le Bloc québécois aussi au Québec. Alors, la lutte n'est pas facile, elle n'est pas gagnée pour M. Singh. Oui, il essaie de se positionner comme étant la conscience. Ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler de cette expression-là, mais le NPD serait la conscience environnementale ou des réformes sociales au Parlement, sans jamais vraiment espérer gagner le pouvoir, mais en faisant changer les idées du gouvernement. Mais je ne suis pas sûre que les Canadiens vont vraiment adhérer au message de M. Singh, parce que si on regarde la pandémie, les gens vont avoir à l'esprit la PCU. Et ça, la PCU, c'est une création qui est tout à fait libérale. Alors, est-ce que M. Singh va pouvoir dire, nous, en gouvernement minoritaire, c'est nous qui faisons les choses? Ça va être un très grand défi qu'il a à relever. Il a essayé de le faire en fin de semaine, mais ça va prendre plus que ça. Oui. Daniel, si on regarde ce qui se passe du côté du Québec, le NPD a mis de côté des résolutions controversées, entre autres celles qui condamnent la loi sur la laïcité de l'État du Québec. Mais on le sait, il y a eu cette déclaration du député du NPD, Matthew Green, qui a appuyé le professeur controversé Amir Attaran à l'Université d'Ottawa sur Twitter, qui a fait couler beaucoup d'encre. Selon vous, quelles sont les chances des néo-démocrates de faire des gains au Québec lors des prochaines élections? Je ne pense pas que les chances soient très élevées. Si on regarde les sondages actuels, je pense qu'ils ont perdu presque tous leurs sièges. Il n'en reste qu'un lors de les élections de 2019. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une percée du NPD au Québec si les élections ont lieu plus tard cette année. Je pense que ce serait un peu utopique de s'imaginer une nouvelle vague orange. C'est pas ce que les sondages indiquent, en tout cas. Ça pourrait être difficile aussi pour le député Alexandre Boulris, le seul du NPD au Québec. Geneviève et Daniel, on se retrouve la semaine prochaine pour votre analyse du budget qui sera présenté donc le 19 avril. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.